Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de ce 21 décembre, le vote du budget primitif de la ville de Tours pour 2011, pas d'augmentation d'impôts et faibles investissements selon l'opposition. 30 millions d'euros sur 300 seront investis dans l'économie, un chiffre porté à 50 millions si l'on additionne les financements de l'agglomération et du site 4. On reparle de l'avenir du stade de la Vallée du Cher. Jean Germain, le maire de Tours, a parlé de la création de 4000 places supplémentaires en cas de montée du Tours FC en Ligue 1. Pourtant, il y a quelques jours, dans la presse, Christophe Boucher, vice-président du club, faisait état d'un engagement de la ville bien supérieur. Nous en parlerons avec vous, Christophe Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Succession à Interloire, Jean-Marc Dutour devient président de l'interprofession dans un contexte difficile. La structure est critiquée notamment depuis le retrait de l'appellation Bourgueil. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2011 sur la ville de Tours, tel en a décidé l'exécutif municipal. Les conseillers municipaux étaient réunis aujourd'hui pour discuter du budget. Un budget qui, comme chaque année, avoisine les 300 millions d'euros, avec 3 axes principaux selon l'exécutif: la solidarité, le développement durable et, dernier axe, l'investissement. Alors, quels sont les projets menés par la municipalité tourangelle? Élément de réponse avec Nicolas Bellon. Un plan d'investissement de 29 millions d'euros. C'est ce qu'a présenté ce matin le maire de Tours à son conseil municipal. En y ajoutant les contributions du site 4 de Tours Plus et le budget de l'eau, le montant sera même porté à 50 millions d'euros. Une manière de préparer l'avenir en essayant de répondre aux problèmes actuels. Donner du dynamisme à la ville, faire des économies d'énergie, permettre à des entreprises nouvelles de s'installer, créer de nouveaux logements. Puisque c'est tous ces emplois qui ne sont pas des emplois délocalisables, ce sont des travaux qui se font chez nous. Et le problème numéro 1 de toutes les familles aujourd'hui, c'est l'emploi. Parmi les dépenses prévues, la rénovation de la façade des halles ou les travaux liés au tram. En tout, l'aménagement urbain représente un investissement de près de 14 millions d'euros. Le sport n'est pas en reste, 10 millions d'euros. Les stades de la Vallée du Cher et de Gramont en seront les principaux bénéficiaires. Autant d'investissements qui ne sont pas suffisants aux yeux d'une partie de l'opposition. Celle-ci reproche au maire de ne pas en faire assez. La volonté affichée du maire est de reporter beaucoup de projets importants pour notre ville, des projets structurels, économiques, sociaux et culturels qui sont reportés dans les 2 à 3 années à venir. Or, il y a malheureusement urgence car la compétition, ne serait-ce qu'au niveau régional, est très rude et l'arrivée du tramway dans les 3 ans va effectivement modifier considérablement la physionomie de notre région et de notre ville. Ce matin, le conseil municipal s'est aussi exprimé en faveur de la création de la SEMPAT. Cette entité, dont l'agglomération sera l'un des principaux actionnaires, aura vocation à soutenir les petites et moyennes entreprises tournées vers l'économie verte. Et en marge du conseil municipal de ce matin, Jean Germain, le maire de Tours, s'est exprimé sur l'avenir du stade de la Vallée du Cher, le stade du Tours FC. On écoute le maire. Nous sommes allés voir la Ligue professionnelle de football pour regarder les travaux que nous aurions à faire si nous accédions à la Ligue 1, de façon à pouvoir programmer ces travaux. Et on sait très bien qu'on ne peut pas réaliser un stade de 25 000 places comme ça du jour au lendemain. Avec quel financement? Ce serait tout à fait impossible. Par contre, si nous accédions en Ligue 1, il faut absolument avoir 2 à 3 000 places supplémentaires. Et donc, on a pris les dispositions pour le faire. Voilà, pour l'instant, il faut gagner ce soir à Angers. Alors c'est plus ou moins un revirement de situation par rapport à ce que l'on a pu lire dans la presse où l'on faisait état de 4000 places supplémentaires rapidement si seulement le club se maintenait en Ligue 2. Pour réagir sur ce plateau, Christophe Boucher, le vice-président du Tours FC. Bonsoir. Bonsoir. Alors 3 à 4000 places si le club monte en Ligue 1, on est en dessous des obligations de la Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, l'heure est pas à la polémique, parce que je crois que chacun a envie que le stade existe. On ne peut pas, dans une agglomération comme Tours, et je crois que c'est l'avis du maire aussi, dont on dit qu'elle est la 11e de France, avoir un stade de 10 000 places qui n'est pas homologable pour la Ligue 2. On n'est pas en train de... Oui, parce qu'il y a déjà une dérogation. Le Tour FC bénéficie d'une dérogation. Le Tour FC, on est assez terre à terre. On voit les choses de façon extrêmement pratique et pragmatique. Aujourd'hui, la Ligue 1, pas Ligue 1, c'est pas le sujet. Sportif, pas sportif, c'est pas le sujet. Nous, on a investi 2,5 millions d'euros. C'est lourd, c'est beaucoup d'argent dans un centre de formation pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a un deuxième outil qui est nécessaire pour un club de Ligue 2. C'est un stade. Bon, aujourd'hui, le stade de la Vallée du Cher, il n'est pas homologable en Ligue 2. Donc,
Donc il faut des gros travaux si on monte en Ligue 1. Mais vous indiquiez dans la Nouvelle République que les représentants de la ville de Tours s'étaient engagés pour 8000 places supplémentaires si le club montait en Ligue 1. Alors qui croire, le maire ou Non, mais écoutez, on verra. Les édiles de la ville de Tours ont rendez-vous au mois de janvier avec la Ligue. Donc ils ont parlé au mois de décembre, il y a une semaine, des projets qui étaient en route. En janvier, il y a un deuxième rendez-vous de confirmation. On verra si entre ce premier rendez-vous, où il est annoncé 4000 places en Ligue 2, puis 8000 si nous montions en Ligue 1, quelles seront leurs positions au mois de janvier. Donc vous attendez de voir, là pour l'instant vous n'écoutez pas le... Non mais j'écoute, mais j'entends qu'est-ce que dit le maire. Le maire il dit simplement plusieurs vérités. Il dit on va pas faire 25 000 places en un an, c'est vrai, et il dit il n'y a pas le financement, c'est vrai. Nous le club on a un financement et on a un projet alternatif. Si on veut le faire, si on veut nous écouter, on le proposera, on le fera. Si la ville veut le faire, elle le fera, mais il dit pas autre chose aujourd'hui. Simplement il faut quand même faire attention, faut avoir beaucoup de précautions. Ça fait plusieurs années qu'on dit à la Ligue, qui règle quand même le championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, que la Ligue nous dit attention, vous n'avez pas le stade pour être en Ligue 2. Donc il faut juste faire attention à ce point de passage. À un moment ou à un autre. Relégation si non, ça peut être la non-accession, ça peut être la régulation. Il y a tout un chapelet de sanctions possibles. Le but du jeu, c'est pas de mettre la charrue avant les bœufs, je l'ai toujours dit. Non, au contraire, il faut être pratique. Mais juste, il faut essayer de traiter pour la Ligue 2. Ne rêvons pas de Ligue 1, c'est pas le moment, chaque chose en son temps. Mais en tous les cas, il y a du boulot. On en reparlera. Oui, il y a du boulot et on en reparlera sur notre antenne. Et je sais, et c'est pas facile, la position du maire, elle est pas facile, mais je sais que dans son intime conviction, une ville qui va se doter d'un tramway, qui va se doter d'outils modernes, elle peut pas avoir un stade comme celui de la Vallée du Cher. Tout le monde le sait. Maintenant, il faut se réunir et faire les choses correctement. Merci beaucoup Christophe Boucher d'être venu sur ce plateau et répondre à nos questions. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le tramway déclaré d'utilité publique par le préfet d'Indre-et-Loire. On attendait la signature de l'arrêté. Cela avait été un objet de débat au sein du conseil municipal à Tours, car les travaux de dévoiement des réseaux avaient commencé avant la signature de cet arrêté. La gendarmerie a rendu public le bilan de ses opérations de contrôle de vendredi dernier. En Indre-et-Loire, 17 points de contrôle ont permis de constater 162 infractions, dont 130 pour la vitesse. Dans le Loir-et-Cher, ce sont 20 points de contrôle qui avaient été installés pour 78 infractions relevées. L'opération a été menée conjointement par 430 gendarmes sur l'ensemble de la région Centre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi contre la délinquance. Interloire, l'interprofession des vins de Loire, élisait aujourd'hui son nouveau président, un Tourangeau, Jean-Marc Dutour, qui succède à un Angevin. Il prend ses fonctions dans un contexte tendu, notamment depuis le départ de l'appellation Bourgueil, qui a choisi de se vendre seul. Félix Ségère. Il y a un an, les vignerons de Bourgueil quittaient Interloire. Une décision qui n'avait pas été vraiment prise au sérieux. Mais cet été, ce choix a été confirmé à près de 90% par les producteurs de vins bourgueillois. Ils ont accepté de verser une cotisation indépendante pour assurer leur propre communication. Désormais, il faudra les appeler l'ODG, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation Bourgueil. Les principales raisons ont été l'orientation d'Interloire, la ligne de communication d'Interloire qui était une communication principalement Loire qui se détourne complètement des AOC. Donc ça, on le voyait venir à petits pas et ça confirmait dans les communications où on avait plus l'intention de parler Loire. Les vignerons misent sur leur identité et l'appellation qu'ils veulent mettre en avant par rapport au cépage. Les Bourgueillois sont pour l'instant les seuls à avoir fait la démarche de quitter Interloire. Ils ne regrettent rien. On ne se reconnaît plus, donc on s'en va. Vous savez, c'est comme dans un couple, quand dans un couple ça va pas, il faut se séparer avant de se jeter la vaisselle, quoi. Donc on sait... Évidemment, c'est entre guillemets un divorce à l'amiable parce qu'il est hors de question de se séparer du monde viticole et surtout à la fois tourangeau ou du Val-de-Loire. Du côté de l'interprofessionnel des vins de Loire, l'heure est au changement. Un nouveau président tourangeau a été élu cet après-midi. Un des objectifs de son mandat, la communication. Il assure déjà qu'elle a progressé. Bourgueil a émis des critiques vis-à-vis de l'interprofession. Bourgueil n'était pas le seul à émettre ces critiques. D'autres appellations sont critiques et sont toujours critiques vis-à-vis de l'interprofession, mais ça permet à l'interprofession de grandir, de s'améliorer, de se corriger. Et ce que je disais, c'est que je trouve dommage d'être parti alors que nous sommes en train de mettre en place les corrections qui doivent
permettre aux appellations de mieux se retrouver au sein de l'interprofession. Il semble donc difficile de se passer d'Interloire. Une personne sera embauchée l'an prochain par l'ODG pour assurer la promotion des vins de Bourgueil, car en face, l'interprofessionnel a déjà lancé des nouveautés comme une application iPhone. Le nouveau président souhaite maintenant rencontrer les vignerons de Bourgueil, un premier pas vers une éventuelle réconciliation. Le musée de la préhistoire au Grand Pressigny, très mal rénové. Un an après son inauguration, l'édifice fait apparaître plus de 150 contrefaçons. Des fuites menacent les collections et le nouveau bâtiment construit lors des derniers travaux se désolidarise de l'ancien. Seulement un an après, 12 millions d'euros avaient été investis par le Conseil général, propriétaire des lieux. La présidente Claude Roiron s'est rendue sur place hier. Elle sera notre invitée à la fin de ce journal. Pour terminer sur le journal, justement, une exposition, elle est continue sur toute l'année. Elle est située à Amboise, à la galerie de la Martinerie. Il s'agit de tapisseries réalisées par 2 artistes féminines. Charlotte Prudhomme vous en rend compte. Tout commence par le rêve. Le rêve devient image. Et les images prennent la forme de nos aspirations intérieures. Et ensuite, ça s'applique avec un matériau. Michel et Jacqueline font un métier rare de nos jours. Elles sont tisserandes. Leurs tapisseries sont mondialement connues, exposées aux 4 coins de la planète. Et tout a commencé en 1956, lorsqu'elles ont créé leur atelier de la Martinerie dans le sud de la Touraine. On a commencé dans un petit village, où les gens nous ont très très bien accueillis. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des artistes dans le village. À cette époque-là, ça ne se faisait pas trop. Depuis le temps, leurs tapisseries n'ont pas pris une ride. Les visiteurs de partout semblent apprécier les œuvres de ces 2 artistes. Leurs créatrices en sont convaincues, l'art est universel. On est dans le même système solaire, donc on reçoit les choses. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frontières, si vous voulez. Elles ont fait évoluer la technique de leur art hors des sentiers battus. Elles ont, par exemple, fait construire un métier à tisser à leur mesure ou dessinent parfois directement sur des fils tendus verticalement. Sinon, elles peuvent d'abord créer une matrice sur un carton, c'est-à-dire une peinture à laquelle vont rester fidèles les fils de laine ou de soie. On fait d'abord le dessin au crayon, et ensuite on choisit les couleurs et ensuite on numérote les couleurs pour la personne qui va le lire. Rêveuses mystiques ou réceptrices puis émettrices, comme elles aiment le dire, d'une certaine inspiration, ces artistes continuent de nous amener vers un art devenu trop peu connu. Et l'exposition a ouvert en quelque sorte une succursale à la boîte à livres à Tours. L'exposition dure jusqu'à la fin janvier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Notre invité dans un instant est Claude Roiron, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. A tout de suite.